les actes provocateurs et agressifs chinois, les pêcheurs vietnamiens sont toujours déterminés à ne pas abandonner leur pêcherie traditionnelle près de l'archipel de Hong Sa. Début des interpellations de la 7e législature de l'Assemblée nationale, 13e législature. L'élevage des autruches et des crocodiles contribue au développement touristique de la province de Thanh Hóa au centre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre édition. Nous commençons ce journal par les récentes évolutions de la situation en mer orientale. Aujourd'hui, la Chine continue de maintenir le déploiement de 112 navires de toutes sortes, ayant pour tâche d'escorter et de protéger sa plateforme implantée illégalement dans la zone économique exclusive et le plateau continental du Vietnam. Parmi les navires chinois figurent 6 bâtiments de guerre. Ces derniers continuent leurs actes provocateurs d'encerclement et d'harcèlement des bateaux vietnamiens. Selon les estimations de la plateforme Hayang 981, pourrait changer de position dans le temps à venir. La police maritime et la force de surveillance de la pêche du Vietnam devront surveiller de près la situation. En ce moment, les forces vietnamiennes persévèrent toujours dans leur tâche demandant le retrait de la plateforme chinoise des eaux territoriales vietnamiennes. Les ASEAN et les États-Unis ont exprimé leur profonde préoccupation devant les tensions actuelles en mer orientale, et ce lors du 27e dialogue ASEAN-États-Unis qui s'est déroulé aujourd'hui à Rangoon, au Myanmar. Il s'agit d'une réunion annuelle au niveau de vice-ministres dans le cadre du partenariat de dialogue entre l'ASEAN et les États-Unis. La délégation vietnamienne est conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Vinh. Lors de ce dialogue, l'assistant au secrétaire d'État américain Danny Russel a affirmé que l'ASEAN était le pilier principal et jouait le rôle central dans la politique américaine dans la région. Les États-Unis continueront de soutenir l'édification de la communauté de l'ASEAN en 2015, la mise en œuvre du plan global de la connectivité de l'ASEAN ainsi que l'application de l'initiative du Bas-Mekong. De nombreux chercheurs dans le monde sont unanimes pour dire que l'affaire de la plateforme Hayang Shiyu 980 marque un nouveau pas dans la concrétisation de l'impérialisme chinois afin d'occuper la mer orientale. Voici quelques propos de spécialistes et chercheurs internationaux recueillis par notre reporter de la VTV4. Implanter une gigantesque plateforme pétrolière dans la zone économique exclusive d'une autre nation ne peut pas être décidé au niveau d'une compagnie pétrolière, mais au niveau national. Aucune compagnie n'est capable de posséder jusqu'à 80 navires d'escorte de toutes catégories comme ça. Cette affaire a été certainement planifiée à l'avance. Il faut aussi dire que les heurts intentionnels contre les navires vietnamiens résultent de la politique chinoise. Ils montrent que la Chine ne veut pas résoudre le conflit par voie diplomatique. Cela est très préoccupant. Je trouve incompréhensibles les actes provocateurs de la Chine en ce moment. Ils vont à l'encontre de ses engagements signés avec l'ASEAN. Ces actes chinois menacent vraiment la stabilité et la paix régionale. En particulier, ils reflètent son impérialisme et sa volonté d'établir un nouvel ordre en Asie du Sud-Est. Ce faisant, la Chine choisit d'aller à l'encontre de tout ce qu'elle avait déclaré auparavant. Ces actes sont tout à fait contraires au point de vue commun des pays occidentaux. À mon avis, la communauté internationale n'a aucun doute en ce qui concerne la souveraineté vietnamienne sur cette zone maritime. En tant que chercheur en histoire politique, je pense que les parties en question pourraient régler ces différends au sein d'un forum international. Les actes chinois faisant monter les tensions en mer orientale inquiètent particulièrement la communauté internationale. J'espère que les deux parties pourront dialoguer pour résoudre ce différend. Le monde entier reconnaît que la zone maritime où est installée la plateforme chinoise relève de la souveraineté vietnamienne. Aucun pays n'a la liberté d'implanter sa plateforme pétrolière dans les eaux territoriales vietnamiennes.
Depuis que la Chine a illégalement installé la plateforme Haiyan Shiyu 980 dans la zone économique exclusive du Vietnam au début de mai, la pêche des Vietnamiens, surtout des pêcheurs de centres de pêcherie traditionnels près de l'archipel des Paracels, est gravement touchée. Cependant, malgré le fait que la Chine empêche les navires, pille les équipements et fait même couler des bateaux, les pêcheurs du centre du Vietnam sont toujours déterminés à ne pas abandonner ces zones de pêche traditionnelles conquises par leurs ancêtres. Nous en saurons plus dans le reportage suivant. Le bateau du pêcheur Nguyen Tân Duc du district Lý Sơn de la province de Quảng Ngãi a dû revenir à la terre ferme au beau milieu d'un voyage de pêche. Ce navire a été sérieusement attaqué par les navires chinois. Les dégâts sont estimés à 100 millions de dong, soit qui fait $5 000. Nous rencontrons régulièrement des navires chinois dans la zone autour de l'archipel de Hoàng Sa. Auparavant, ils nous chassaient seulement de la zone, mais maintenant, ils ont pris tout notre équipement et nous engins de pêche. Rien que dans la deuxième moitié du mois de mai, 5 bateaux de pêche de Quảng Ngãi ont été endommagés par les Chinois lorsqu'ils opéraient dans la zone maritime du Vietnam près de l'archipel de Hoàng Sa, Paracels. Non seulement les bateaux de pêche de Quảng Ngãi, mais aussi les navires de pêche de Da Nang et d'autres provinces côtières du Vietnam ont été attaqués par la Chine lors de leur pêche en haute mer. À l'image, les navires de pêche DNA 90-152 que le navire chinois a libérément percuté le 26 mai dernier, toujours dans la zone maritime des Paracels. Le navire chinois a défié leur équipage et jeté des bouteilles en verre dans notre bateau, puis l'a percuté intentionnellement. Avant cela, les bateaux chinois ôtaient seulement nos navires, mais cette fois, il a ouvertement tenté de nous faire couler. Chaque navire comme celui-ci coûte environ $140 000. C'est le montant que le propriétaire du navire doit accumuler durant presque toute sa vie ou bien emprunter. Maintenant, tout est perdu dans la mer. Mais les pêcheurs vietnamiens ne se découragent pas. Ils procèdent à la réparation pour regagner la pêcherie au plus vite possible. Nous savons que c'est la pêcherie traditionnelle que nos ancêtres ont conquis depuis de nombreuses années, sur plusieurs générations, et beaucoup de nos compatriotes sont morts pour sa protection, pour que nous puissions y pêcher maintenant. C'est pour cela que nous ne la quitterons pour aucune raison. Si nous l'abandonnons, nous trahissons non seulement nos ancêtres, mais aussi mes successeurs. Pour cela, nous sommes déterminés à pêcher dans ces zones traditionnelles, en dépit de la complication de la situation sur place. Pour ces pêcheurs, l'archipel des Paracels n'est pas seulement un endroit où ils gagnent leur vie, mais aussi une partie du territoire sacré du Vietnam qu'ils n'abandonneront jamais. L'audience de jugement de 2 personnes accusées de vol de biens a eu lieu aujourd'hui au tribunal populaire de la province de Hà Tĩnh au centre. Lê Trọng Tú, né en 1992, et de Lo Minh Trọng, né en 1989, tous deux ouvriers de la compagnie par action Hưng Nghiệp Hoa Thái, ont condamné respectivement à 30 et 24 mois d'emprisonnement. Selon l'acte d'accusation du parquet populaire de la province de Hà Tĩnh, le 14 mai 2014, ces 2 personnes ont profité des troubles à l'ordre public pour pénétrer dans le chantier du projet Formosa dans la zone économique de Vung Ang et voler un générateur électrique et d'autres équipements d'une valeur totale d'environ $495. Concernant l'affaire des troubles à l'ordre public dans les zones économiques de Vung Ang au centre et de Binh Duong au sud, à ce jour, la police a provisoirement détenu 233 personnes et ouvert une instruction judiciaire contre 59 personnes pour avoir provoqué des troubles et volé des biens. Passons à d'autres faits marquant l'actualité. Les interpellations de la 7e session de l'Assemblée nationale de la 13e législature ont commencé cet après-midi. Les députés vont interpeller le vice-premier ministre Nguyễn Xuân Phúc, le ministre des Finances Đinh Tiến Dũng,
le ministre de l'Éducation et de la Formation Pham Vũ Luận, le ministre de la Justice Ha Hong Keung et l'inspecteur général du gouvernement Huỳnh Phong Chanh. Ils vont expliquer les points que les députés veulent mieux comprendre. Cet après-midi, le ministre des Finances Đinh Tiến Dũng a répondu aux questions sur la dette publique, les rentrées et sorties du budget, la fiscalité, la gestion des prix, notamment pour les produits de première nécessité. Les interpellations dureront 2 jours et demi. La mégalopole du Sud renforce les activités de promotion commerciale afin d'attirer davantage d'investisseurs singapouriens. Avec 700 projets d'une valeur totale de 7 milliards de dollars, le fonds d'investissement singapourien représente plus de 30% de la totalité des capitaux d'investissement étrangers à Ho Chi Minh Ville. Plus de détails. La compagnie de production de papier aluminium New Toyo, à 100% capital singapourien, a investi environ 8 millions de dollars dans la construction de 3 ateliers de production à Ho Chi Minh Ville. Elle génère un intérêt moyen allant de 5 à 8%. Ho Chi Minh Ville est le centre économique et les autorités municipales ont élaboré des politiques adéquates pour résoudre les difficultés des entreprises. La main-d'œuvre jeune et qualifiée de la ville est un facteur important pour le développement de notre activité. Sur les 5 premiers mois de 2014, 9 nouveaux projets singapouriens d'une valeur de 200 millions de dollars ont reçu un permis d'investissement de Ho Chi Minh Ville. La ville encourage les investissements dans l'agriculture, les industries à haute technologie, l'aménagement urbain ainsi que l'immobilier. Le Vietnam dispose de plusieurs opportunités. Son économie est stable et sa population est nombreuse. La main-d'œuvre est jeune et qualifiée. Le coût de revient est bas et ce qui attire les investissements étrangers. En Ho Chi Minh Ville, la classe moyenne commence à se développer. Le gouvernement singapourien appuie en plus notre investissement en Ho Chi Minh Ville. Je partage l'idée que le Vietnam est un marché d'investissement formidable avec de bonnes politiques d'assistance en faveur des investisseurs étrangers. En plus, Ho Chi Minh Ville est un marché prometteur pour les investissements à long terme. Nous avons remarqué de bons signes à Ho Chi Minh Ville et nous avons doublé les investissements cette année. Ho Chi Minh Ville accélère ses activités de promotion d'investissement pour attirer davantage d'investissements singapouriens. Cette année, Singapour continue de renforcer ses investissements et ce pays est dans le peloton de tête des investissements en Ho Chi Minh Ville. Dans ce contexte, c'est vraiment important. Avec sa stabilité économique, Ho Chi Minh Ville reste un marché potentiel et attractif pour les investisseurs étrangers. Un programme d'enseignement de la langue japonaise a été officiellement lancé lundi dans la province de Chiba au Japon en faveur des aides-soignantes et infirmiers vietnamiens venus au Japon pour travailler. Ce sont les premiers travailleurs vietnamiens du secteur de la santé envoyés au Japon selon l'accord de partenariat économique Japon-Vietnam. Plus de détails sur ce programme. Lors de la cérémonie d'ouverture de ce programme d'enseignement de la langue japonaise, le vice-ministre des Affaires étrangères du Japon, Seiji Kihara, a souligné l'importance de l'événement. Ce dernier a marqué un nouveau pas dans la coopération vietnamo-japonaise en matière d'échange de main-d'œuvre. Le Japon a un grand besoin de travailleurs dans le secteur de la santé et des soins pour les personnes âgées. Les travailleurs vietnamiens peuvent aider à combler cette pénurie. Plus de la moitié des Vietnamiens qui s'inscrivent au programme de formation des infirmiers et des aides-soignants au Japon ont passé le test standard du japonais N3. C'est une bonne nouvelle qui montre l'assiduité et la détermination des travailleurs vietnamiens. Lors de cette première vague de formation, 138 candidats vietnamiens sont venus au Japon, dont 21 vont travailler comme les aides-soignants et 117 autres vont travailler comme infirmiers. Le taux de réussite à l'examen pour le certificat des aides-soignants des Philippins et des Indonésiens est seulement d'environ 30%.
Nous espérons que les Vietnamiens auront un taux de réussite plus élevé. Avec le travail des aides-soignants, nous espérons que les Vietnamiens pourraient atteindre un taux de réussite encore plus élevé que celui des Japonais de 64%. Les candidats au poste des aides-soignants auront 3 ans pour obtenir un certificat, tandis que les candidats au poste d'infirmier auront 4 ans. Je trouve qu'il est très difficile d'apprendre l'alphabet kanji et les termes professionnels. Quant au savoir-faire professionnel, nous sommes assez familiers avec ces pratiques dans les hôpitaux ou les maisons de retraite. Les formalités pour le deuxième envoi des aides-soignants et des infirmiers au Japon ont commencé en décembre dernier. Ce deuxième groupe de candidats vietnamiens partira pour le Japon vers juin 2015. Voici à présent pour continuer les taux de change et les indices de la bourse au Vietnam. La ville centrale de Da Nang recense environ 5000 victimes de l'agent orange. Au cours des dernières années, des organisations locales et des volontaires ont fait beaucoup d'efforts pour venir en aide et prendre soin de ces victimes. Résultat, les victimes de l'agent orange ne sont plus seules pour faire face à leur maladie ou à leurs mauvaises conditions de vie. Dans la famille de Nguyen Hữu Hùng, déjà 3 générations ont souffert de l'agent orange. Grâce aux allocations mensuelles accordées par les autorités locales, aux aides à la maintenance de la maison et à de nombreuses visites effectuées par l'association des victimes de l'agent orange de Da Nang, la famille de Hùng se sent très soutenue. Beaucoup de gens ont aidé ma famille à travers l'association des victimes de l'agent orange de Da Nang. Leur aide est très significative pour ma famille. Avant, notre vie était très difficile, mais maintenant, avec cette aide, elle s'est améliorée. Tous ceux qui visitent pour la première fois le centre de protection des victimes de l'agent orange de Da Nang seront surpris d'y voir comment ces enfants handicapés se montrent optimistes. Des enfants atteints d'autisme, de dépression, qui ont parfois des comportements violents. Plus de 160 enfants victimes de l'agent orange vivant dans ce centre sont devenus beaucoup plus calmes et plus ouverts. Aimeriez-vous étudier dans ce centre? Oui, je le veux. Pourquoi? Parce que je peux y apprendre beaucoup de choses, par exemple à fabriquer des fleurs ou à broder. J'ai des amis avec qui jouer ici, c'est plus gai que de vivre chez moi. L'association des victimes de l'agent orange de Da Nang a jusqu'à présent réussi à convaincre plusieurs organisations de soutenir ce centre. Certaines activités ont été même financées entièrement par des ressources mobilisées auprès d'organisations généreuses. J'avais moi-même une tumeur cancéreuse causée par l'agent orange. Actuellement, je continue à filmer, à enregistrer les images et les histoires sur les victimes vietnamiennes de l'agent orange pour aider les Américains à mieux comprendre ce problème au Vietnam et les activités de l'association des victimes de l'agent orange du Vietnam. Prendre soin des victimes de l'agent orange et des enfants dans le besoin est la responsabilité que les entreprises doivent partager avec la communauté. Avec le soutien de l'État, d'autres activités pourront être organisées et mieux contribuer à soutenir les victimes de l'agent orange. Des difficultés subsistent encore pour de nombreuses victimes de l'agent orange à Da Nang. Cependant, ils ne sont plus seuls car de plus en plus d'individus et d'organisations s'unissent pour les aider à soulager leur douleur.
L'élevage des autruches et des crocodiles est une nouveauté dans le secteur touristique de la province littorale de Khenghua. Outre les visites des fermes, cette activité permet également l'approvisionnement des matières premières aux petites industries artisanales comme la maroquinerie ou la fabrication des produits artisanaux. Ce modèle de tourisme combiné avec la production ouvre une porte au développement des offres touristiques dans la province, mais aussi dans tout le pays. Le centre d'élevage d'autruches de Ninghua, le plus grand de ce genre dans la province de Khenghua, s'étend sur une superficie de 40 hectares. Chaque année, il fournit au marché intérieur de 14 à 15 000 petites autruches et produit plus de 500 tonnes de viande d'autruche. Ses chiffres d'affaires s'élèvent à 76 milliards de dong. À mon avis, l'élevage d'autruche est très prometteur. Tout d'abord parce qu'il est relativement simple. On peut aussi profiter des produits dérivés de l'agriculture tels que les lentilles d'eau ou le son. En outre, les autruches attrapent moins de maladies par rapport aux autres animaux. Et plus important encore, la sortie des produits à partir de l'autruche est stable. Sur la base de ces succès, le centre de Ninghua a transféré des processus d'élevage d'autruches aux agriculteurs locaux, mais aussi à ceux des autres localités du pays. Grâce à cela, une zone d'approvisionnement de matières premières a été créée. Le crocodile est aussi un animal prisé par les éleveurs de Khenghua. Les conditions naturelles de la province favorisent le développement des crocodiles qui sont aujourd'hui plus de 15 000 individus. L'année passée, notre société a exporté les produits aux marchés étrangers comme le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Russie. Notre perspective est d'élargir nos marchés aux nouveaux territoires tels que l'Europe, surtout l'Europe de l'Est et les États-Unis. Les produits artisanaux sont faits avec la peau d'autruche ou de crocodile. Les œufs de ces animaux sont joliment décorés. Ces œuvres sont beaucoup appréciées par des touristes. Les produits vendus ici sont de bonne qualité. Ils sont originaux et servent de souvenirs idéaux pour les touristes étrangers comme moi. L'élevage des autruches et crocodiles de la province de Khenghua est aujourd'hui le premier en Asie du Sud-Est avec un chiffre d'affaires de plus de 5 millions de dollars en 2013. Cette combinaison du tourisme et de la production de la province de Khenghua est un bon exemple à suivre pour les autres localités au Vietnam. Le Festival des patrimoines culturels d'Asie-Pacifique vient de se dérouler à New York, aux États-Unis. Résidant dans le cadre du mois des patrimoines asiatiques à New York, cette 6e édition du festival a vu la participation de 10 pays et territoires d'Asie, dont le Vietnam. Les artistes amateurs et étudiants vietnamiens aux États-Unis ont présenté non seulement la musique et les instruments de musique traditionnels, les danses et jeux folkloriques, les tenues traditionnelles, mais aussi les articles d'artisanat et la gastronomie typique du Vietnam. Tous sont fiers de promouvoir la valeur patrimoniale de leur pays natal vis-à-vis des amis internationaux. Ces dernières années, le sport du Vietnam a commencé à se faire connaître à l'échelle régionale et mondiale. Les entraîneurs étrangers ont contribué en partie à ces succès. Nombre d'entraîneurs ont consacré leur vie et leurs œuvres au Vietnam. Rencontrons tout de suite certains d'entre eux. Joe Donnelly est un expert en aviron venu d'Australie. Un jour, il a pu voir les membres de l'équipe d'aviron du Vietnam s'entraîner sur le lac de l'Ouest. Il a alors décidé de devenir leur entraîneur en raison de ses impressions sur l'assiduité des sportifs vietnamiens. Il vient au Vietnam quelques fois par an pour leur donner des enseignements techniques. De plus, il fait aussi appel à des dons ou accorde ses propres fonds pour les stages à l'étranger des membres de l'équipe d'aviron du Vietnam. Les frais pour un tel stage s'élèvent à près de 10 000 $. Les entraînements à l'étranger permettent aux sportifs vietnamiens d'être plus confiants.
Ces programmes d'entraînement sont faciles à comprendre. Nous nous sentons à l'aise et confiants en suivant ces programmes. J'aime l'équipe d'aviron du Vietnam. Je veux faire évoluer le Vietnam, qu'il devienne une nation forte dans ce domaine. Maintenant, le titre de champion est inimaginable, mais avec nos efforts, ce sera faisable dans 10 ans. La position de football féminin du Vietnam est de plus en plus affirmée dans l'arène régionale et internationale. Après des performances impressionnantes aux championnats de football d'Asie du Sud-Est, SEA Games et aux Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est, les footballeuses vietnamiennes se classent au 30e rang mondial et 6e rang d'Asie. En particulier, elles se rapprochent du billet de participation au championnat mondial en 2015. Ces réalisations brillantes sont dues en partie aux contributions de l'entraîneur chinois Chen Wunfa. Une équipe de football est aussi comme une famille. Il faut savoir encourager les footballeuses, les conseiller de manière habile. De plus, il faut les intéresser et être patient avec elles. Je pense qu'un entraîneur doit rassembler toutes ces caractéristiques. Je tiens à remercier M. Chen Wunfa. Il est un très bon entraîneur. Il comprend bien la psychologie des athlètes dans la compétition et même leur vie quotidienne. Je le considère comme mon père. Un après-midi à la fin de la semaine au centre d'entraînement sportif national numéro 1, l'entraîneur Mihai prépare son dîner. Après 17 ans au Vietnam, cet entraîneur russe connaît par cœur les routes autour du centre d'entraînement sportif national numéro 1. Il sait aussi acheter les articles dans un magasin à des prix stables. Cet entraîneur semble s'intégrer dans la vie des Vietnamiens. 17 ans, le temps au centre d'entraînement sportif national numéro 1 de l'entraîneur russe est plus long que l'âge de certains athlètes vietnamiens au centre. Entraîné le matin, l'après-midi et tournicoté dans sa chambre le soir, la vie de cet entraîneur semble monotone, mais lui, il trouve de la joie dans son travail. J'ai entraîné Nhung, une championne d'Asie, ou Bang Tâm et maintenant Diem, des athlètes talentueuses. Elles sont ma joie. Parfois, mon pays natal me manque, mais je me suis déjà habituée à la vie au Vietnam. De plus, le Vietnam possède des talents et je veux les aider à obtenir de bonnes performances. Il vit loin de sa famille depuis de longues années. Il a une vie indépendante ici à cause de la barrière de la langue. Après le travail, il revient dans sa chambre. Il ne peut persister dans une telle vie que grâce à la passion pour son métier. À présent, 32 entraîneurs experts étrangers travaillent au Vietnam. Ils contribuent grandement au succès du sport vietnamien. Pour certaines disciplines, les entraîneurs vietnamiens peuvent satisfaire les exigences. Ainsi, nous n'avons pas à recourir aux entraîneurs étrangers. Cependant, pour d'autres, pour s'approcher du niveau mondial, il faut inviter des entraîneurs étrangers qui sont plus expérimentés. Nombre d'entraîneurs étrangers résident très longtemps au Vietnam. Certaines sont même décédées dans le pays. En mars dernier, l'entraîneur Rong Han Yan de l'équipe de volley-ball féminin est mort après un accident vasculaire cérébral. Durant son entraînement, il a aidé l'équipe vietnamienne à devenir championne du prix VTV Cup 2010. Pendant cette année-là, il a aussi aidé l'équipe à se classer 8e sur 15 lors du championnat d'Asie. Les entraîneurs étrangers au Vietnam ont un sentiment et un attachement particulier pour le pays. Ils ont considérablement contribué à créer la réputation du sport vietnamien à l'échelle régionale et mondiale. Voici à présent pour terminer les prévisions météorologiques dans les principales villes du Vietnam pour demain.
C'est ainsi la fin de notre édition du journal en français. Vous pouvez la retrouver sur notre site web vtv4.vn. Bonne fin de soirée à tous et à demain.